Dans l'actualité ce soir, il redevient le plus rapide. Alain Bernard a battu le record du monde de la discipline reine du 100 mètres nage libre en moins de 47 secondes. Une performance qui relance les interrogations sur les nouvelles combinaisons. Elle sort du silence pour la première fois. La mère de la petite Élise, enlevée à son père il y a un mois, s'exprime face à nos caméras. Elle propose une garde partagée de l'enfant. Des clandestins moins visibles en visite à Calais, le ministre de l'Immigration Éric Besson annonce la fermeture du campement de fortune des migrants et une série de mesures humanitaires. Aux États-Unis, le suicide d'un des directeurs de Freddie Mac, l'une des plus grandes institutions financières du pays. On verra qu'il est le dernier d'une longue liste de responsables à s'être donné la mort après la crise. La politique, Rachida Dati au cœur d'une nouvelle polémique après une prestation hésitante et hilare dans une réunion de campagne des Européennes. Scandaleux et désinvolte, dénonce le PS. Harcèlement, répond l'UMP. Enfin, c'est bon à savoir avant les beaux jours, les Françaises et les Français seraient les plus minces d'Europe. Une étude de l'INSEE révèle que notre indice de masse corporelle est le plus faible du continent. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc, Alain Bernard, superstar, le champion olympique 2008, a reconquis son record du monde sur 100 mètres nage libre. C'était il y a 1h30 en demi-finale des championnats de France à Montpellier, à Rantanzit. Alain Bernard de retour. L'homme le plus rapide sur 100 mètres, c'est à nouveau lui et personne d'autre. Cet après-midi à Montpellier, à la ligne d'eau numéro 4, bonnet blanc, l'Antibois est devenu le premier homme à passer sous la barre mythique des 47 secondes. Le champion olympique de Pékin n'a rien perdu de sa superbe. Une demi-finale des championnats de France survolée de bout en bout. Et à l'arrivée, un temps canon, 46 secondes 94 centièmes. Ouais, c'est quelque chose de fort, quoi. Nager moins de 47 secondes, être le premier en France devant son public, c'est extraordinaire, quoi. Et Bernard impressionne même les spécialistes. Amaury Levaux, son plus sérieux rival français, a du mal à y croire. Laure Manodou, venue en simple spectatrice des États-Unis, apprécie la performance. Dans la guerre des combinaisons qui fait rage, Alain Bernard avait sorti son arme secrète, un tout nouveau modèle 100% polyuréthane, préparé par son équipementier. Demain en finale, il espère aller encore plus vite, avec sa combinaison, mais surtout avec sa technique et son immense talent. Alors précisément, on reparle beaucoup là-bas à Montpellier de ces fameuses combinaisons dont vous l'avez entendu, une nouvelle génération est apparue cette année. De quoi s'agit-il précisément? En quoi procure-t-elle un avantage? Explication Julien Benedetto, Yann Moine. Voici la combinaison que tout le monde s'arrache à Montpellier. Pour l'enfiler, il faut se munir de gants car elle brûle la peau et s'armer de patience. Il est 9 h quand Maxime Bussière démarre une longue séance d'habillage. La combinaison est tellement moulante que 40 bonnes minutes sont nécessaires pour la revêtir. Grâce à elle, ce jeune nageur a gagné 1 seconde et 3 dixièmes sur 100 mètres brasse. L'entrée à l'eau, c'est complètement différent au niveau du plongeon, au moment du plongeon. C'est autre chose complètement que notre combinaison quand même. Certaines combinaisons, on a l'impression d'être parti avec la couette de l'hôtel et celle-là, pas du tout. Cette deuxième peau avantage considérablement les nageurs qui la portent, car elle est intégralement composée de polyuréthane, un matériau qui ne prend pas l'eau et améliore la flottabilité. Avec un simple slip de bain, l'athlète doit faire un double effort, à la fois pour rester à la surface de l'eau et avancer. Avec du polyuréthane, le nageur flotte et peut concentrer tous ses efforts à se propulser vers l'avant. En coulisses, certains parlent de dopage technologique, de nombreux entraîneurs crient au scandale. Les combinaisons, c'est de la trompette complète, quoi. Je veux dire, si demain vous enlevez les combines ici, ou même dans le monde entier, ça va pas être la même natation. Aujourd'hui, on voit des nageurs qui sont moins forts être devant des nageurs qui sont plus forts mais qui n'ont pas le même matériel. L'homme aux lunettes de soleil est le représentant de la marque italienne qui fabrique la Jacked. Il ne souhaite pas répondre à nos questions et pour cause, hier, il a été prié de quitter la piscine car il vendait sans autorisation le fameux produit 375 € pièce. Il en aurait déjà écoulé plus d'1 millier dans toute l'Europe. La Fédération internationale annonce qu'elle interdira cette combinaison à partir du 1er janvier 2010. D'ici là, la Jacked aura pulvérisé de nombreux records, très loin de faire l'unanimité. Et ces championnats de France sont à suivre jusqu'à dimanche. Autre titre du journal ce soir, le premier témoignage de la mère de la petite Élise. Vous le savez, les deux parents se disputent la garde de la fillette pour l'avoir enlevée à son père il y a un mois. Irina Belenkaya, c'est son nom, est aujourd'hui incarcérée en Hongrie. Elle revient sur le sort de l'enfant, sur cet enlèvement aussi. C'est Jérôme Bonny qui l'a rencontré à Budapest. Commentaire Zindine Boudaoud.
Irina Belenkaya semble affaiblie par sa détention. Mais elle ne perd pas espoir de retrouver sa fille Élise. De sa prison à Budapest, la mère russe veut aussi faire entendre sa voix, en anglais et en français quand elle le peut. Je ne peux pas faire quelque chose de démonstratif, que oui, moi je suis la mère, je suis une bonne mère, oui, bien. C'est la question bien. Une bonne mère. Oui, je suis une bonne mère. Non, non, je suis la mère. Je suis juste la mère. Pour revoir sa fille, la jeune femme qui vit à Moscou se dit prête à accepter les propositions du père. Elle l'a confirmé hier à un médiateur russe, oui à une garde alternée à contre-cœur. In the worst case, yes, I don't believe that it is a good solution for Lisa. She cannot live 6 months in one place and 6 months in another place. Ce conflit avec son mari sera peut-être réglé par les médiateurs russes qui sont arrivés en France. Mais Irina Belenkaya livre aussi pour la première fois sa version de la journée du 20 mars dernier, quand elle a enlevé Élise à son père. Jean-Michel André a été violemment battu par 2 hommes, des inconnus, dit-elle. Like a crazy. Then what has happened? I took a child. I tried to take a child. He tried to take something from his bag. And what has happened then? I saw the 2 men who came to this monsieur. First, I didn't hire these 2 men. It is absolutely sure. I didn't. Monsieur André, he is telling that I have organized and I paid to them. If I did it, I wouldn't be here, I have to tell you. So there were not any organization. And second, I was just desperate. I was just desperate. Irina Belenkaya accuse Jean-Michel André d'avoir porté une arme le jour de l'enlèvement d'Élise. Moi, je pense que monsieur André, il n'est pas dit qu'il avait le pistolet. Vous affirmez qu'il avait un pistolet. Vous l'avez vu? Oui, oui. Des accusations contestées par la défense du père d'Élise. Je trouve particulièrement regrettable de rentrer dans une discussion qui consiste à minorer sa responsabilité. C'est extrêmement inquiétant pour l'avenir. Ça veut dire qu'elle n'entre pas sur le chemin de la raison et de la réflexion. Comment pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon? Demain matin, le père d'Élise doit rencontrer le médiateur russe. En attendant une solution négociée, la mère de la fillette est en détention provisoire à Budapest jusqu'au 25 mai. En bref, sachez que le couple d'Allemands qui avait abandonné 3 enfants en bas âge dimanche soir dans une pizzeria d'Aoste en Italie a été retrouvé dans un bois, pas très loin de là. Ils seront inculpés d'abandon de mineurs. Selon la police, ils seraient en proie à des problèmes de toxicomanie et à des ennuis financiers. Les enfants, eux, ont été confiés aux services sociaux de la ville en attendant peut-être de rejoindre leur grand-mère en Allemagne. Sa visite était attendue. Le ministre de l'Immigration, Éric Besson, s'est rendu aujourd'hui à Calais, où se concentrent, vous le savez, les migrants afghans pour la plupart, qui cherchent à rejoindre l'Angleterre. Principale information de la journée, il annonce la fermeture de ce qu'on appelle la jungle, ce campement de fortune des migrants. Amaury Guibert, Vivien Roussel. C'est un bidonville au cœur de la ville. Bienvenue dans la jungle de Calais, la jungle, comme l'ont surnommé les migrants afghans qui en ont fait leur camp de base. Le provisoire qui dure. On y trouve même une mosquée de fortune. Ici, ce sont les passeurs qui font la loi, les autres n'ont guère d'alternative. Si on se fait arrêter ou s'ils rasent cet endroit, on s'enfuira un jour ou 2 et puis on reviendra. Ce matin, le ministre de l'Immigration a approché cette jungle, mais sans y pénétrer. Je ne veux pas faire ni de provoque, ni aller chercher des images où je suis devant et des personnes derrière. Pas de provocation, mais une annonce choc. D'ici la fin de l'année, cette zone de non-droit, selon Éric Besson, doit disparaître. Ici, c'est Calais. Ici, c'est la France. Ici, ce n'est pas Kaboul. Ici, c'est la loi de la République qui s'applique. Nous devons traiter dignement les étrangers en situation irrégulière. Mais c'est la loi de la France et la loi de la République qui va s'appliquer ici à Calais. Fermeté et mesures humanitaires. Éric Besson a promis un abri pour les distributions de nourriture, encore de nouveaux sanitaires publics. Des avancées, mais pas une révolution, répondent les associations qui s'occupent des migrants. Et juste après cette réunion, les rumeurs courent. Une opération de police serait en cours, près de la jungle. En fait, une centaine de migrants qui voulaient manifester en centre-ville sont bloqués par les CRS. Sit-in improvisé, l'annonce de la suppression de la jungle a déjà fait le tour de la ville.
Je pense que c'est complètement irréalisable de toute façon. Que même s'ils détruisent tout, ils reviendront parce qu'ils sont à 35 km de l'Angleterre et qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. L'Angleterre, pour les 600 à 800 migrants présents à Calais, c'est l'objectif ultime pour lequel ils sont prêts à tout et d'abord à risquer leur vie. Alors précisément, pour en savoir un peu plus, on retrouve Maryse Burgot en direct à Londres. Bonsoir Maryse. Pourquoi est-ce que les migrants veulent absolument traverser la Manche pour se rendre en Grande-Bretagne ? Pourquoi l'Angleterre? D'abord peut-être parce que les demandeurs d'asile reçoivent ici systématiquement en arrivant une somme d'argent, 47 € par semaine et par personne. Un toit est aussi proposé et un accès gratuit aux services de santé. Alors en France aussi, des indemnités sont proposées, mais elles sont beaucoup plus longues, beaucoup plus difficiles à obtenir, un peu moins systématiques. Alors il y a bien sûr un autre élément très important, c'est l'anglais. Beaucoup d'Afghans, d'Irakiens, de Chinois parlent un peu, parfois très bien cette langue. Ils se sentent tout simplement plus à l'aise en Grande-Bretagne. Et puis bien sûr, il y a la diaspora présente ici depuis longtemps, une communauté toujours prête à aider les nouveaux arrivants. Maryse Burgot à Londres. Merci Maryse pour ces éléments de compréhension. Éric Besson demande par ailleurs à la Grande-Bretagne de mieux contrôler sa frontière avec l'espace Schengen auquel appartient la France. Réponse de Londres ce soir, notre frontière est l'une des plus sûres au monde. Fin de citation. On en vient aux conséquences de la crise financière avec un aspect que l'on a peu évoqué jusque-là. La liste s'allonge des responsables financiers de haut niveau qui mettent fin à leur jour. Hier, c'est l'un des directeurs de Freddie Mac, l'une des plus grandes institutions financières des États-Unis, qui s'est pendu. Renaud Bernard. Il ne supportait plus la pression. David Kellerman, 41 ans, s'est pendu dans le sous-sol de sa luxueuse maison, ici dans la banlieue de Washington. Vice-président de Freddie Mac, le géant du crédit hypothécaire, il devait sauver le marché immobilier de la faillite, une demande express du gouvernement. Il y travaillait au point de ne quasiment plus rentrer chez lui, il a craqué. En plus, il venait d'être mis en cause par la presse américaine, accusé en pleine débâcle d'avoir touché un bonus de 850 millions de dollars. Ce financier n'est que la dernière victime en date de la crise. Depuis septembre, on en dénombre déjà près d'une dizaine partout dans le monde. À la veille de Noël, le Français Thierry Magon de la ville Huchet se supprime dans son bureau new-yorkais, ruiné par l'escroc Bernard Madoff. Suicidé aussi, l'Américain Barry Fox, emporté par la faillite de la banque Bear Stearns. Alex Widmer s'est pendu, il dirigeait la troisième banque de Suisse, son action avait perdu 60% cet automne. À Londres, Kirk Stephenson s'est jeté sous un train, 900 millions d'euros de banqueroute. Adolf Merkel l'a imité, patron allemand réputé sans état d'âme, il n'a pas supporté la dévalorisation de son portefeuille. Il a fini ici, sur les rails. Autant de drames qui masquent une réalité plus terrible encore, celle des petits épargnants jetés à la rue, désespérés par la perte de leur maison et de leurs économies. Comme après le krach boursier de 1929, 23 000 Américains, salariés, ouvriers et fermiers, s'étaient suicidés en l'espace de 12 mois. En France, les salariés confrontés à la crise se donnent la main par-dessus les frontières. Des employés français et allemands de Continental ont manifesté côte à côte. On y vient dans un instant. D'abord, 2 informations sur ce dossier. La ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, a voulu affirmer sa fermeté après le saccage partiel de la sous-préfecture de Compiègne. En visite sur place, elle a parlé d'actes inqualifiables. J'attends des interpellations, dit-elle. Seconde information, un groupe de Dubaï lié à l'automobile serait éventuellement intéressé par la reprise de l'usine de pneus de Continental Clairoy qui doit fermer ses portes. C'est ce qu'indique Patrick Devedjian, ministre de la Relance, une piste qui reste très floue pour l'instant. C'est dans ce contexte donc qu'a eu lieu cette manifestation franco-allemande à Hanovre. Reportage Caroline Thébault, Vincent Barral. Un comité d'accueil à la hauteur de leurs espérances. Les Continentales sont désormais 3000. Français, Allemands, tous solidaires. On va parler le même langage, langage des ouvriers. Ah bah ça nous fait chaud au cœur, ouais. Un baroud d'honneur contre la fermeture en 2010 de leur usine à Clairoy et Hanovre. Et le sentiment de vivre un moment historique. Vu le nombre de salariés de chez Continental, oui, c'est impressionnant. Car je ne sais pas de quand date un tel rassemblement contre une décision patronale.
Les slogans s'apprennent aussi en allemand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour s'emmerde. Des syndicalistes iront exprimer leur inquiétude aux dirigeants allemands. À la fin de la journée, beaucoup de symboles, mais rien de concret. 24 heures de train pour si peu. C'est mon angoisse. Vous êtes déçus? Un peu, oui. Et les annonces d'un potentiel repreneur ne réjouissent personne. Même les politiques, ils se foutent de notre gueule. Parce que quand ils disent qu'il y a un double langage, je suis d'accord. Tu vois, ouais, il y a des repreneurs, et puis derrière, ils sont même pas capables de dire qui. Pour essayer de donner de l'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Adieu Hanovre, les contis français repartent pour la Picardie. Quelques Allemands sont restés jusqu'au départ. Pour tous, le combat continue. Prochaine étape pour les continentales, Bercy, mercredi prochain. Ce sera alors pour une réunion tripartite avec la direction et le gouvernement. Et sachez que la liste des plans sociaux s'allonge un peu plus. Le groupe électronique américain Freescale va supprimer ses 800 emplois de son usine de puces électroniques de Toulouse d'ici à la fin 2011. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors l'industrie française est à la peine, mais vous allez voir que des entreprises continuent tous les jours à chercher des marchés là où ils se trouvent, dans les pays qui restent dynamiques, qui gardent de la croissance. Exemple, le Brésil, nous avons pu suivre presque de bout en bout les coulisses d'une tentative d'implantation d'une société française. C'est le dossier de cette édition, il est signé de nos envoyés spéciaux Valérie Lerouge, Dominique Bonnet. C'est l'un des symboles de Rio, le pain de sucre. Et la montagne ne doit pas son nom au hasard, le Brésil en est le premier producteur au monde. À 9000 km de là, une pompe à sucre justement. Elle est française, fabriquée par l'entreprise Broquet près de Paris. 17 salariés, la PME exporte déjà dans une quarantaine de pays. Ça part en Afrique du Sud, c'est destiné à l'industrie sucrière. Là, vous avez un modèle qui part en Suisse, qui est destiné à l'industrie du chocolat. Ici, on ne pense qu'à une chose désormais, percer le marché brésilien réputé très fermé. Alors comment promouvoir là-bas ce savoir-faire? Des années que le patron y songe, le voilà décidé à livrer bataille. Exporter, c'est réellement une aventure, c'est-à-dire qu'on part, on ne sait pas exactement comment on va être reçu, ni apprécié, on ne sait pas exactement comment le terrain, c'est-à-dire le marché est organisé, et on ne sait pas comment il va répondre. Donc oui, c'est effectivement réellement une aventure. C'est le directeur commercial qui part en éclaireur. Direction Sao Paulo, capitale économique du Brésil. D'autres patrons français sont là, ils appellent ça chasser en meute pour flairer le marché et réaliser la bonne affaire. On ne peut pas le faire de France, il faut rencontrer les personnes. Rien de tel que de serrer les mains de quelqu'un pour essayer de sentir ce qu'il a effectivement, ce qu'il veut faire, ce qu'il a dans les tripes, je dirais presque, et c'est ça qui est important. Et surprise, l'homme des pompes Broquet est loin d'être seul ici. Le rendez-vous est organisé par UbiFrance, l'agence chargée de doper l'export de nos PME, souvent trop frileuses. C'est éviter les procès. Des ateliers juridiques, des entretiens au pas de course avec l'espoir de décrocher des contrats. 14 rendez-vous en 2 jours pour Dominique Chevillard. On y parle technologie, prix, mais jamais de la crise. Je pense que le Brésil a vécu tellement de crises. On se dit qu'elle passera, comme les autres. Ça va peut-être retarder un peu nos affaires, mais il faut bien continuer à travailler en attendant qu'elle passe. Photo souvenir, les affaires sont en bonne voie. Mais pas de contrat sans visite sur le terrain. C'est quand même des belles bêtes. À 1 heure d'avion de Sao Paulo, c'est l'une des plus grosses raffineries de sucre du pays. Le chasseur de contrat y observe l'équipement actuel de l'usine et évalue ce qu'il pourrait y avoir à remplacer. Ah, c'est des beaux diamètres, hein. Ce sont des pompes qui sont réputées être assez chères, mais si effectivement ils ont acheté, Guarani a acheté une pompe comme ceci, c'est qu'ils sont convaincus par l'intérêt technique. 5 mois après ce premier déplacement au Brésil, toujours pas une pompe vendue, mais 3 sont partis en prêt, avec un bon espoir de vente pour un montant de 22 000 €. Exporter prend du temps. En bref, il y aura bien de nouvelles élections municipales à Perpignan. Le Conseil d'État confirme l'annulation du scrutin de 2008 suite à ce que l'on avait appelé la fraude à la chaussette. Et en attendant, le sénateur maire sortant, l'UMP Jean-Paul Alduy, va devoir céder la place.
Toujours à propos de politique, faut-il parler de harcèlement comme l'UMP ou de scandale et de désinvolture comme le Parti socialiste? Rachida Dati est au cœur d'une nouvelle tourmente après une réunion de campagne sur les européennes hier soir. Véronique Saint-Olive, Antje Stahlschmidt. Hier soir à l'UMP, il s'agissait de parler d'Europe face aux jeunes, ambiance détendue. En deuxième partie de soirée, Rachida Dati, numéro 2 sur la liste UMP d'Île-de-France, se soumettent au jeu des questions-réponses. Alors, éolienne ou le nucléaire avec ITER? Ça, on avait répété un peu. Alors, je récite, 77% de notre énergie provient du nucléaire, c'est ça? Électricité, vous m'avez dit énergie. Rachida Dati ne fait même pas semblant de savoir. Elle joue potache à l'unisson d'un public qui lui est tout acquis. Mais autre question, autre ton. Alors, Dorban 2, est-ce que c'est un succès ou un échec? D'abord, je trouve que toutes les conférences qui permettent des déclarations pour lutter contre le racisme, pour lutter contre l'antisémitisme, il faut y être. Aussitôt à gauche, on dénonce l'incompétence et le dilettantisme de la ministre. Je suis scandalisé qu'on envoie siéger au Parlement européen des gens totalement incompétents, que le Parlement européen, qui est un lieu très important, soit vécu ou considéré par l'UMP comme l'endroit où on envoie les ministres déchus, comme si c'était les mines de sel du sarkozysme. Et dans le même temps, le patron de l'UMP déclame son indignation. Je suis choqué par le déferlement et le harcèlement à l'encontre de Rachida Dati. Je trouve que les attaques dont elle est l'objet sont une pure honte. Mais les jeunes UMP devront attendre pour avoir des réponses précises à leurs questions sur l'Europe. Et Rachida Dati, elle, a du pain sur la planche. L'actualité judiciaire maintenant avec la suite du procès de Jacques Viguier à Toulouse. Le professeur de droit accusé du meurtre de son épouse a dû faire face hier soir à une litanie d'indices égrenés par le responsable de l'enquête. Jacques Viguier, qui est resté silencieux depuis des mois, eh bien ce matin, il a accepté de répondre à nos questions. Yacine Benjanet, Olivier Combe. Depuis 9 ans, Jacques Viguier clame son innocence. Ce matin, avant l'audience, il affiche sa confiance dans l'issue du procès. Je suis arrivé à ce procès en pensant que je serai acquitté. Et plus le temps passe, plus je pense que je serai acquitté. Pourtant, à la barre, les policiers chargés de l'enquête l'accablent d'éléments à charge. Il y a les traces de sang de sa femme, retrouvées sur le châssis du clic-clac où elle dormait. Et surtout son matelas, que son mari a jeté après la disparition. Un matelas jamais retrouvé, troublant pour les enquêteurs, insignifiant pour le professeur de droit. Dans cette affaire, il n'y a rien. Il y a le fait qu'un homme jette un matelas un jour. Et ça devient une sorte de signature d'un crime. Cet après-midi, le commissaire qui se présente devant le tribunal est convaincu de la culpabilité du prévenu. Il le connaît bien, il l'a auditionné pendant 40 heures. Selon lui, Jacques Viguier était à 2 doigts de craquer. Pendant sa garde à vue, le policier lui demande de l'emmener jusqu'au corps. Jacques Viguier répond « Attends, je vais réfléchir » avant de tomber dans le mutisme. On n'a pas du tout vu dans le box aujourd'hui un homme, comme on en voit régulièrement, qui conteste sa culpabilité avec véhémence, avec des réflexes, avec des mimiques, avec des mots, en se levant, en demandant au président d'interrompre l'audition. Jacques Viguier, un professeur impassible sur le banc des accusés, le signe de son caractère stoïque pour ses proches, un aveu de culpabilité pour ses accusateurs. Il est 20h21, restez avec nous à suivre. Faut-il pousser un cocorico? Les Françaises et les Français seraient les plus minces d'Europe selon une étude de l'INSEE. La fin d'une image d'Épinal en Inde. Les charmeurs de serpents manifestent pour leur survie. Ils sont en voie de disparition. Enfin, Tarantino, Ken Loach, Almodovar et René, nous découvrirons la sélection du Festival de Cannes 2009. D'abord donc notre santé avec cette étude qui va faire plaisir à tous ceux qui pensent que vin et gastronomie ne riment pas forcément avec embonpoint. Un chercheur de l'INSEE a travaillé sur 16 000 profils. Conclusion, nous serions les plus minces d'Europe. Juliette Guérin, Alain Locasio. Courir, pédaler, transpirer. Et si les Françaises s'épargnaient cet effort avant l'été? Eh bien, elles n'auraient pas à rougir. Selon une étude récente, elles seraient les plus minces d'Europe. Leur indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids divisé par la taille au carré, est égal à 23,2. C'est plus d'1 point en dessous de la moyenne européenne. Une question de discipline. J'essaye de limiter tout le grignotage possible. Mais au travail, c'est difficile parce qu'on est des gourmands. C'est pas évident de se motiver pour venir faire du sport 3 fois par semaine. Elles ont un petit temps entre midi et 2
Et elles trouvent toujours le moyen de manger un petit truc équilibré et de venir quand même faire du sport. Ça, je trouve que c'est courageux parce que entre les enfants, la vie, revenir le soir chez soi et tout faire, c'est pas facile. Du coup, les Françaises sont un peu plus minces que les Italiennes et les Autrichiennes, et bien plus que les Anglaises. Et pourtant, ça ne va jamais. Plus de la moitié d'entre elles se trouvent toujours trop grosses. Mais au royaume de la gastronomie, toutes ne sont pas décidées à renoncer au plaisir. C'est quoi que vous mangez? Oh, une tarte tatin, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Je ne sais pas si je vais la terminer. Mais c'est une exception? Oh, oh, mais non, mais je me prive pas. Hein. Moi, je mange beaucoup. Et je mange que du gras et je mange comme tous les étudiants, mais j'ai juste de la chance. Et oui, c'est injuste. L'autre injustice, c'est que les hommes français sont aussi les plus minces d'Europe, mais qu'on a fait le sujet sur les femmes. Très injuste en effet. À l'étranger, en bref, une image du Pakistan où la progression des talibans inquiète le monde occidental. Après la prise d'un nouveau district, ils ne sont plus qu'à 100 km de la capitale Islamabad. Aujourd'hui, vous le voyez, plusieurs dizaines de rebelles ont attaqué un dépôt de carburant de l'OTAN à Peshawar. Les États-Unis s'alarment, l'armée pakistanaise doit réagir, dit Washington. La France également se dit inquiète. Beaucoup moins grave, au moins en apparence, ces manifestations dans l'Inde voisine. C'est une curiosité, il ne s'agit ni de militants religieux, ni de salariés, mais de charmeurs de serpents. Et oui, là-bas aussi, les défenseurs des animaux ont fait voter des lois, et cette profession risque donc de disparaître. Ils sont tout de même 800 000 dans le pays. Voyez le reportage de nos correspondants Arnaud Miguet, Fabrice Lenay. C'est peut-être la fin d'un cliché de l'Inde. Ces charmeurs de serpents qui font la joie des touristes sont menacés, appelés à disparaître. C'est pour cela qu'ils manifestent aujourd'hui, cobra en tête, dans les rues de Calcutta. Ils s'opposent à une loi sur la protection des espèces sauvages que le gouvernement voudrait renforcer. Une loi qui met leur profession en péril. Ils nous retirent notre gagne-pain. Cela fait des milliers d'années que ces gens vivent grâce aux serpents, qu'ils les attrapent, les charment et récupèrent leur venin. Le problème, c'est que le gouvernement ne s'est jamais occupé de cette communauté tribale. Les Bédias, c'est le nom de cette tribu nomade. Ceux-là ont posé armes et bagages, cobras et enfants ici au Bengale occidental pour une saison. Charmeurs de serpents comme Gras à 35 ans. Ces trois cobras, il ne s'en séparerait pour rien au monde, il les connaît par cœur, même s'il lui arrive parfois d'être pris à défaut. Il vient de se faire mordre, mais il en a vu d'autres. Ce n'est pas le baiser du serpent qui le fait pleurer, c'est parce que sa communauté est au pied du mur. C'est mon père et mon grand-père qui m'ont tout appris. Je ne suis pas allé à l'école, je ne sais faire que ça. M'occuper de mes serpents, et c'est grâce à eux que je fais vivre ma famille. L'heure du repas, aujourd'hui, c'est poisson. Ils sont 800 000 en Inde à vivre des serpents, mais pour combien de temps encore? Car Gras et les membres de sa profession sont en principe hors la loi. Ils risquent une amende et 12 ans de prison. Pourtant, dans les campagnes, l'existence des charmeurs de serpents reste indispensable. Et ce n'est pas Calou qui nous dira le contraire. Tous les jours, ce quinquagénaire part à la chasse aux serpents. Il en a attrapé plus de 5000 dans sa vie. Regardez, il y a des écailles, donc un serpent au fond du trou. C'est toute l'expérience qui parle. Des cobras comme celui-ci, il en capture 2 ou 3 par jour. Les gens qui travaillent dans les champs se font mordre souvent et ils font appel à nous. Regardez, il y en a un là. Dans ce village aux 500 âmes et presque autant de reptiles, hommes et serpents semblent cohabiter en toute harmonie. Même lorsque l'animal s'aventure dans les maisons. Personne ne le craint. On n'a pas peur des serpents, ce sont des dieux pour nous. La déesse a son temple. Jankeshwari Mata, c'est son nom. On dit qu'une morsure de serpent se guérit par la prière. Mais tout le monde n'a pas la foi. La disparition des charmeurs de serpents et toute leur connaissance serait lourde de conséquences. En Inde, 20 000 personnes ont été tuées par des serpents l'année dernière. Du cinéma, le Festival de Cannes a dévoilé les films en sélection pour la Palme d'Or cette année. La liste fait la part belle aux grands noms d'Europe et d'Asie. Marie Jojoin, Mathias Barrois. L'Avventura d'Antonioni, image gelée, un symbole pour l'affiche. Monica Vitti regarde par une fenêtre qu'on imagine ouverte sur la sélection dévoilée ce matin par la direction du Festival de Cannes. 20 films en lice pour la Palme d'Or. L'Europe et l'Asie se partagent quasiment ce cru 2009.
4 films français, dont 3 coproduits par France Télévisions. Les Herbes folles du juvénile vétéran Alain Resnais, 85 ans, et sa famille de cinéma. Un prophète de Jacques Audiard. À l'origine de Xavier Giannoli. L'auteur d'Irréversible, Gaspard Noé, revient avec un titre prometteur, Soudain le vide, tourné à Tokyo. Si la mélancolie du passé est là, il y a quelque chose dans l'avenir du monde qui peut nous rendre, sinon confiants, en tout cas décidés à survivre. Pour cela, on compte sur les incontournables, le Britannique Ken Loach, croque Eric Cantona. Non! Almodovar couvre sa Pénélope, plongé dans une liaison amoureuse dévastatrice. Quant à Lars von Trier, il annonce le scandale avec Antichrist et une Charlotte Gainsbourg jamais vue. Des Européens et des Asiatiques, 6 films, dont celui de Johnny To, entraînant à Hong Kong notre rocker national pour une vengeance délirante. Et ce cinéma asiatique a cet avantage énorme d'avoir une créativité, une inventivité, une originalité. Ce sont comme des nouveaux pionniers. Et les Américains, un seul film de Quentin Tarantino. Tradition et audace donc pour ce 62e festival dont l'ouverture est assurée une première par les créateurs de Nemo. Au revoir tout le monde! Et sachez qu'au total, toutes catégories confondues, France Télévisions coproduit 8 films présentés cette année au festival. Une image de football, la finale de la Coupe de France sera 100% bretonne. Hier, à la surprise générale, Guingamp, club de Ligue 2, a battu Toulouse 2-1 à Toulouse. But d'Eduardo et de Séné pour Guingamp. La finale, Rennes-Guingamp, sera bien sûr à suivre le 9 mai prochain sur France Télévisions. Le résultat de la question de la semaine que nous vous avons proposé lundi sur France2.fr. Je vous en rappelle l'intitulé « Prenez-vous des précautions contre l'usage intensif du téléphone portable ?» Résultat oui, 55,1%, non, 44,9%. Vous avez été près de 7500 à répondre. Merci à tous. Vous savez qu'aujourd'hui, le Grenelle des ondes s'est ouvert à Paris. Plusieurs ateliers vont commencer sur le sujet. Avant de refermer ce journal, un détour par le plateau d'À vous de juger. Bonsoir Arlette Chabot. Programme très riche ce soir avec d'abord ce qui ressemble à un sommet social en direct puisque tous les poids lourds sont là. Alors, je ne sais pas si c'est les poids lourds, en tout cas, effectivement, et pour la première fois ensemble, dans une émission comme À vous de juger, Bernard Twibault, Jean-Claude Mailly, François Chérec, les patrons des 3 confédérations. Vous savez que le 1er mai, dans une semaine, sera un peu particulier. Ce sera la première fois que 8 grandes confédérations syndicales vont ensemble défiler à Paris. Donc, les 3 seront là pour nous dire ce qu'ils attendent de cette journée, ce qu'ils attendent du gouvernement. Et Brice Hortefeux, le ministre des Affaires sociales, qui est également là ce soir, va les écouter et nous dira ensuite comment le gouvernement et comment le président de la République peut répondre à ces demandes à un moment où, on l'a vu ce soir dans votre journal, David, évidemment le climat social est extrêmement tendu. Et puis dans un deuxième temps, le deuxième temps sera plus politique que social, nous essaierons de voir où en est la France 2 ans après, ou presque, l'élection de Nicolas Sarkozy. Ce sera avec Jean-François Copé, avec Manuel Valls, le ministre Éric Besson et Marielle de Sarnez. Mais d'abord, évidemment, le gros morceau, et c'est normal, ce soir, il est social. On vous retrouve dans 5 minutes tout juste, Arlette. À tout à l'heure. Un dernier mot pour vous rappeler l'un des principaux titres de ce soir. Il redevient le plus rapide. Alain Bernard a battu le record du monde de la discipline reine de la natation, le 100 mètres nage libre, en moins de 47 secondes. C'était au championnat de France tout à l'heure. Performance qui relance aussi les interrogations sur les nouvelles combinaisons des nageurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h35, à vous de juger donc avec Arlette Chabot et ses invités. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur